Moi, je crois que une des explications possibles tient à l'exceptionnalité du modèle algérien dans l'histoire coloniale. La force de ce modèle qui a inondé, imprégné l'ensemble des autres histoires coloniales. L'histoire algérienne coloniale, qui Lacoste a repris dans son livre, c'est dire à quel point c'était important, c'est qu'il a repris cette question. C'est une histoire un peu exceptionnelle dans le sens de la dépossession foncière, d'une colonie de peuplement, d'une ancienneté d'installation qui est quand même très forte, un siècle et demi de présence française, avec une immigration algérienne, des Algériens musulmans vers la France très tôt, dès les années 20, considérable, près de 100 000 personnes, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent indo-chinois, sénégalais, marocain, tunisien, il n'y a pas l'équivalent. Je veux dire que le nombre, disons, de coloniaux qui arrivent en France dès les années 1920 est considérable en provenance d'Algérie, et principalement de Kabylie et d'autres régions d'Algérie. De sorte qu'on a à la fois un modèle de colonisation violente, de dépossession radicale, qui va se conclure par une guerre très violente, ponctuée de massacres, je ne reviens pas sur ces types avant, Guelma, etc. Il y a par conséquent une force, une exception de ce modèle-là, une violence, une radicalité, dont on n'a pas pris la mesure suffisamment en France. Je veux dire, cette question-là n'a pas été prise suffisamment à bras-le-corps sur ce que ça a comme singularité radicale, et qui va marquer les autres immigrations dans leurs imaginaires politiques, dans leurs fantasmes, leurs stéréotypes, les représentations, à tel point que des termes comme harki, etc., existent et sont utilisés par des Marocains, enfin des enfants ou petits-enfants de Marocains, de Tunisiens, de tout ce qu'on voudra. Et ensuite, bien sûr, le modèle colonial algérien s'est répandu sur toutes les histoires, y compris les histoires africaines, sénégalaises, les histoires ivoiriennes, etc. etc. Mais ce n'était pas vrai, malheureusement, parce que toute la force du travail historique, c'est d'établir des différences, c'est de faire des comparaisons, c'est de tracer des hiérarchies. C'est ça la force du travail historien, c'est pas de dire effectivement tout se vaut, tout est pareil, le modèle colonial est identique, etc. Et ce modèle est tellement peu identique aux autres que les Français, dès 1880, par exemple, disent attention, les textes sont très nombreux, nous ne ferons jamais ce que nous avons fait en Algérie ailleurs, en Tunisie, en Afrique. Ils le disent explicitement, y compris les déclarations de Jules Ferry. Ils disent surtout pas. On a la vague de dépossession foncière radicale, du déplacement de population paysanne en Algérie. Il ne faut surtout pas l'appliquer dans d'autres pays. Il y a des textes là-dessus, donc il faut faire attention, d'où le système de protectorat. Je ne vais pas ici refaire toutes les histoires coloniales, c'est trop long. Et je crois que cette question-là est tout à fait décisive à comprendre, parce que, à force de ne pas transmettre un savoir historique rigoureux, à force de mélanger, la faiblesse de la transmission des savoirs est tout à fait en cause dans cette histoire-là. Ça, je crois que c'est très très important. Le fait d'avoir voulu pratiquer l'oubli, disons, sur cette histoire, sur cette guerre, ce que disait Yves Lacoste à l'instant, l'Algérie, on en avait marre. Et les référendums de 75-62, on peut en avoir des lectures comme ça très intéressantes, qui est de se débarrasser du fardeau du Sud aussi. C'est pas regarder ou écouter la parole du Sud, c'est en finir quelque part avec ce Sud, et tourner la page, et essayer d'avancer, pour construire l'Europe, etc., etc. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, la faiblesse de la transmission de ce savoir historique, le trou dans les générations de chercheurs, dans les années 70-80, parce que ça, ce sont des choses, vous savez, moi, les histoires de mémoire, etc., c'est aussi des histoires physiques, de chercheurs, d'équipes, de laboratoires, d'enseignement, etc. Le fait qu'il y ait un trou qui s'est installé dans les années 70-80, au niveau de la recherche, sur ces questions-là, ça a commencé à redémarrer dans les années 90, je parle d'une histoire, fondamentalement, ça a pesé. Ça a pesé parce qu'il y a eu des conséquences dans l'enseignement scolaire. Je veux dire, l'enseignement scolaire et l'histoire coloniale, ça a démarré véritablement il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est-à-dire dans les années 90. Ça a commencé vraiment à ce moment-là. Mais entre les années 60 et les années 90, on a un trou des générations. Il suffit de regarder le nombre de gens qui sont inscrits en thèse dans les années 70-80 sur l'Algérie, en France, je parle, il n'y en a pratiquement pas. Le nombre des élèves d'Ageron, les nombres d'élèves de Mouchy, les nombres d'élèves d'Amiré, les nombres d'élèves d'historiens, je parle. Il n'y en a pratiquement pas. Je vous dis ça parce que j'ai découvert ça parce qu'il y a quelqu'un qui va soutenir une HDR là-dessus, c'est le père Vermeuren, il soutient une HDR sur des problèmes d'historiographie, de non-transmission de savoir académique dans l'université française et algérienne. Parce que le nombre de chercheurs algériens aussi est très faible. Il faut aller de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que la question de l'exceptionnalité, elle est aussi dans le fait que le travail de deuil, le travail historique de la fin de cette histoire n'a pas été accompli, y compris par les Algériens. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du côté français que le problème s'est posé. C'est que du côté algérien, mis à part le travail de Mohamed Harbi,
qui est fondamentale. Le problème des générations de chercheurs algériens en histoire sur leur propre histoire est un vrai problème. Un vrai problème. J'ai employé un mot dur, un peu une catastrophe, mais c'est un vrai problème. Alors on peut invoquer l'État autoritaire, les surveillances de société, etc. Certes, il y a beaucoup de gens qui vivaient en France et qui pouvaient travailler, qui pouvaient écrire, qui pouvaient aller aux archives, qui pouvaient publier sur ces questions-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Il faut réfléchir à ce problème-là. C'est-à-dire le problème de la non prise en compte par les chercheurs. C'est-à-dire que la question postcoloniale, on doit l'appliquer pas simplement à la France, sur la question des banlieues, de tout ce qu'on voudrait, etc. Mais la question postcoloniale, la décolonisation pour aller vite, c'est aussi, donc le lendemain de l'après-indépendance, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé dans les sociétés indépendantes, dans la fabrication des récits historiques, dans les transmissions de savoir, dans la façon d'appréhender la réalité, etc. Or là, on a un gros problème. On a un gros problème. C'est-à-dire que les questions de l'après-indépendance, aussi de l'autre côté de la Méditerranée, tout confondu, c'est on avance, on met un point d'oubli et on voit plus tard. De sorte que le réveil brutal, dans les années 90-2000, aussi de l'autre côté. Du point de vue du fonctionnement des États, etc. Donc comment classer les archives, comment faire des travaux historiques, etc. Donc voilà, je voulais insister, disons, sur ces deux points, avec un troisième point que j'ai déjà évoqué, mais qui me paraît tout à fait important, c'est la question du tiers-mondisme politique, qui a fonctionné comme une idéologie de substitution à l'examen réel des sociétés, qui a quand même opéré aussi tout le travail d'examen critique de ce que sont devenus les États après les indépendances, et de vouloir exclusivement centrer tous les mécanismes de savoir et de construction de savoir au niveau des anciennes métropoles coloniales. Et ça, c'est un autre problème sur lequel il faudra un jour s'attarder.